En effet, après les bases de données et les automatisations, les interfaces pour que le commun des mortels puisse utiliser ce qu'on crée. Par la fois, le commun des mortels avec les outils no-code peut aussi directement utiliser les bases de données. C'est intuitif. C'est vrai. Mais l'interface a beaucoup d'avantages. Alors, on n'a pas encore atteint le quorum. Il est midi 3. On attend encore 2 minutes. Allez. Déjà 46 personnes, hein, il y a déjà du monde. Oui, ça grimpe. Tiens, en attendant, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous vous connectez? La première fois, on avait fait ça. Ça peut être du bureau, ou ça peut être de Bordeaux, comme Johan. Paris. Paris. Ah, Dax. En Belgique. Là, je vais répondre. Hop. Ça marche beaucoup mieux que la première fois. Ouais, c'est fluide, hein. C'est quand j'ai tapé Morlaix que t'es apparu. Voilà. J'étais en embuscade. Bienvenue Cyril. Salut Cyril. Merci. On disait qu'on attendait midi 5 pour se lancer. Ah. Ben, je pensais pas être là et ça m'embêtait trop de ne pas voir le dernier opus. Ah oui. Congo RDC. Wow. Ah oui, c'est la cartographie est large. Youssef attend la blague du jour, Cyril. Ah, j'en ai une. Elle est gentille. C'est quoi une chauve-souris avec une perruque? Voilà. Une souris. Oui, ah oui. Voilà. Bravo, Erwan. Bravo. Ça reste des blagues tout public. Hein. Bon, j'ai l'impression qu'on peut y aller. Je pense qu'on peut y aller. Oui. Eh bien, super. Bienvenue à toutes et à tous dans ce dernier webinaire d'une série de 3 co-organisé par O'Clock et Contournement sur le no-code et plus particulièrement l'intérêt du no-code pour les codeuses et les codeurs, les développeuses et les développeuses, les développeurs. Et ça va porter plus particulièrement sur la brique d'interface. Parce qu'on a parlé des bases de données lors d'un premier webinaire avec une démo. Des automatisations lors du dernier qui a eu un franc succès. Visiblement, j'étais pas là, mais ça a envoyé pas mal de bois. Parce que oui, c'est assez impressionnant ce qu'on peut faire en no-code avec des outils d'automatisation comme Zapier ou Make. Et aujourd'hui, on va parler des interfaces. On va pas parler que des sites. On va parler des interfaces, toute interface qui peut s'adjoindre à une base de données. Et vous allez voir qu'on peut très rapidement faire des choses assez impressionnantes. Et du coup, on fait ce webinaire dans le cadre notamment de l'organisation d'une formation lancée par O'Clock et opérée par Contournement en termes d'animation, de pédagogie et tout ça. Formation de 4 jours ou 8 soirées ou 9 soirées en fonction de ce qui vous arrange le plus pour vous faire découvrir rapidement les outils no-code en tant que développeur ou développeuse. Sachant que j'estime pour ma part que ces 4 jours équivaudraient aller à 8 jours d'autodidactie. C'est-à-dire que si vous suivez, l'objectif, c'est de vous amener très loin, très vite, de vous faciliter la tâche, de vous faire voir les bonnes fonctionnalités. Là où, en autodidacte ou en suivant des tutos à droite à gauche, vous mettriez certainement plus longtemps sans forcément toujours apprendre de la bonne manière. Et du coup, c'est peut-être le moment où il faut se présenter, sachant que cette formation, on en reparlera à la fin. Qui sommes-nous? Je vais commencer. Je suis Erwan Kézard, cofondateur de Contournement. Contournement étant une structure qui est un organisme de formation spécialisé sur les outils no-code, notamment sur les outils les plus accessibles, les plus intuitifs, comme Airtable, Make, Softer et autres, Notion, notamment combiné avec de l'IA générative, parce que quand on combine IA générative et outils no-code, c'est assez redoutable. Donc, on forme tout type de public, que ce soit des personnes non techniques, parce qu'on pense que c'est ça l'une des révolutions, à défaut de pouvoir permettre de tout faire à des personnes non techniques, non informaticiennes, ça leur permet quand même d'utiliser des bases de données plutôt que d'utiliser des tableurs, par exemple, de se créer des automatisations au quotidien, mais aussi des personnes techniques, parce que l'objet
de notre présence ici, c'est de vous montrer que même quand on est informaticien ou informaticienne, eh bien, le no-code peut rendre de grands services et donner beaucoup de vélocité et donner beaucoup de compétitivité. Et je laisse pas la parole à Cyril. D'ailleurs, c'était plutôt toi qui présentais la partie d'avant. Les dernières fois, là, je me suis lancé, j'étais chaud. Cyril. Et puis en même temps, tu étais le premier sur la liste des intervenants, donc très bien comme ça. Cyril Coléat, c'est effectivement ce qui est marqué sur le PowerPoint et la vignette. Je suis le CEO de O'Clock, et O'Clock, on fait le choix de la formation à distance, en synchrone, et donc les cours commencent à 9h quand c'est en journée, ils finissent à 17h, et on met des vrais formateurs face à des vrais gens. L'avantage de le faire à distance et en synchrone, c'est que chacun peut le faire où qu'il soit. Et ensuite, il y a des replays qui restent disponibles, mais l'essentiel de l'effort, il est fait en temps réel, et ce qui nous distingue de beaucoup de structures de formation à distance qui ont leur intérêt aussi, mais notre singularité, c'est celui-là qui nous permet d'avoir des très bons résultats. 97% des gens qui sont inscrits chez nous vont au bout de leur cursus de formation, ce qui est une très belle performance. Voilà. Tony, c'est à toi. Et bonjour tout le monde. Du coup, moi, je m'appelle Tony Thiratet, comme c'est marqué sur la slide aussi. Je suis développeur depuis une dizaine d'années et j'ai découvert les outils no-code il y a à peu près 2 ans, à peu près en même temps que les IA génératives. Et depuis, je n'ai de cesse de m'éclater avec ces outils. Je leur trouve des tonnes et des tonnes d'usages. Il y a les outils no-code dont on va parler particulièrement aujourd'hui, mais il y a aussi les outils low-code que j'affectionne particulièrement. Et donc voilà, pour la faire courte, voilà mon parcours. Et du coup, on est très content, Contournement, de s'allier avec O'Clock pour lancer cette, je pense, une première mondiale, former au no-code des personnes qui, à la base, sont des spécialistes du code, et de l'animer avec Tony. Et on espère que ce sera la série le début d'une longue série de formations, aussi d'une infusion de ces pratiques, parce qu'il y a déjà beaucoup de développeuses et de développeurs qui utilisent du no-code, mais on espère que ça va continuer à aller en croissant. Et on va vous montrer aujourd'hui pourquoi c'est intéressant. Donc déjà, première précision, pour poser des questions, utilisez le chat. Donc là, on ne les pose pas de vive voix, on les pose dans le chat. Et il y a une petite intro qu'on a fait sur les 2 précédentes éditions. Sachant que là, je vais aller très vite sur cette intro. Pourquoi ? Parce que vous pourrez regarder les replays des 2 premières éditions si vous voulez en savoir plus. Donc, je vais passer très rapidement sur ces slides-là, mais vous pourrez aller voir le premier épisode sur les bases de données, le 2e épisode sur les automatisations pour en savoir plus. Donc, le no-code, des outils et un mouvement. Parce que, au-delà d'être juste des technologies, ces outils, c'est aussi un mouvement avec une certaine, un certain spirit, un certain état d'esprit. Et c'est aussi une histoire. Dans le sens où le no-code, traditionnellement, on se dit que ça peut être tout ce qui permet visuellement de créer des livrables informatiques qui nécessitaient forcément de coder auparavant. Alors non, pas forcément. Les outils no-code, ça a aussi pour caractéristique d'être designés pour être intuitifs, notamment pour des personnes non techniques, avec une autre catégorie quand même à l'autre bout du prisme, à savoir des outils parfois très techniques qui nécessitent plusieurs semaines de prise en main et qui permettent d'aller très loin. Voilà, donc il y a quand même un axe, on va dire, entre des outils très accessibles et d'autres qui sont beaucoup plus techniques. Et ils ont tous pour point commun, en tout cas, de tourner dans le cloud et d'être designés pour pouvoir réaliser des livrables jusqu'au bout, sans écrire ou sans lire de code. Ça peut ressembler à ça, un outil no-code. Donc ça, c'est la partie interface qu'on va voir aujourd'hui. Là, c'est pas l'outil software qu'on va voir aujourd'hui qu'on voit ici. C'est plutôt un outil pour designer des applis mobiles. Parce que, comme vous le verrez, on peut designer tout type d'interface en no-code. Et ce sera le sujet de tout à l'heure. Ça peut ressembler à ça aussi, des outils no-code. C'est pas que pour faire des sites et des applis. Ça peut ressembler à Zapier, qu'on voit ici, qui permet d'interconnecter des outils pour automatiser des opérations. Make, qui permet aussi de faire des automatisations, qui a fait l'objet de la démo de la dernière fois et qui sera abordée pendant la formation, qui permet de faire des automatisations très poussées, très granulaires, notamment en manipulant des API. Et ça peut ressembler aussi à ça, un outil no-code. Là, on est dans la partie base de données. Donc ça, c'était la première conférence, le premier webinaire que vous pourrez regarder. Donc des bases de données visuelles, intuitives, puissantes et, si j'ose dire, orthodoxes. C'est-à-dire qui fonctionnent bien comme une base de données fonctionne. Voilà ce à quoi peut ressembler un outil no-code. Et j'ai commencé à soulever 3 éléments de définition.
tout projet, tout outil visuel n'est pas forcément un outil no-code. Un outil no-code, ça permet de créer des projets qui nécessitaient jusqu'ici impérativement de coder. Un outil no-code, ça permet de créer des bases de données, des automatisations, des sites web, des applis mobiles, etc. Donc attention, quand on entend Figma, c'est du no-code, non. Il n'y a jamais eu à coder pour faire des maquettes. Canva, c'est du no-code, non. Jamais eu à coder pour faire des flyers. Idem pour les tableurs, etc. Ou pour les logiciels spécialisés. Par exemple, les logiciels de compta très bien faits en mode SaaS, c'est pas du no-code. Un outil no-code, il va plutôt te permettre de créer ton outil de comptabilité. Les outils no-code sont des outils qui permettent de créer des outils de manière assez agnostique en termes de cas d'usage, qui peuvent couvrir énormément de cas d'usage. Les outils no-code, ce sont des outils, comme je disais, visuels, intuitifs et orthodoxes. Ce sont des abstractions du code. Comme on le verra tout à l'heure, la façon dont on construit les interfaces, ça se base sur des bonnes pratiques de création d'interfaces du web. Il y a des outils no-code qui respectent le box model de CSS, par exemple. Et ce sont des outils aussi qui souvent invitent aux bonnes pratiques en permettant de documenter, en ayant un environnement de test, de prod, de pré-prod, etc. Et les outils no-code sont souvent 100% dans le cloud. Enfin, c'est l'un de leurs éléments de définition. Ils sont souvent en SaaS, ce qui permet à des personnes non techniques, ou même à des personnes techniques, de rapidement se créer un compte, travailler directement et de publier directement. Mais on peut aussi, de plus en plus, les héberger soi-même avec des versions on-premise. Comme je le disais, au-delà d'être un certain type d'outils que je viens de définir, certains types de nouvelles technologies, les outils no-code, c'est aussi un mouvement. Il n'y a qu'à voir le nombre de communautés et d'événements qui s'organisent à travers le monde. Il n'y a qu'à voir aussi toute l'activité économique qu'il y a autour de cette typologie d'outils. Il y a aussi pas mal de presse, d'occurrences de ces termes-là, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en termes de référencement, c'est intéressant, pas de référencement, de nombre de recherches Google, c'est à partir de 2017 qu'on voit qu'il y a vraiment eu la recherche autour du mot no-code, autour de ces outils SaaS, intuitifs, etc. Donc il se passe quand même pas mal de choses. Il y a des outils comme Airtable, par exemple, qui sont valorisés plus de 12 milliards de dollars. Alors, au-delà de la valorisation, ça montre que ce sont souvent des outils qui ont de grosses équipes, qui ont des experts de la Sécu, qui sont utilisés souvent par des centaines de milliers d'utilisateurs. En France, il faut savoir qu'on a la chance d'avoir l'une des communautés no-code les plus actives, voire la plus active, No-Code France. N'hésitez pas à y aller pour demander des coups de main, pour vous faire accueillir dans le domaine, pour poser vos questions. Avec Contournement, on est très fiers d'avoir à la base été à l'origine de cette communauté, qui était la communauté Contournement sur Slack. Et on l'a légué au collectif pour que ça devienne un bien commun. Et vous y retrouverez dans cette communauté un peu l'esprit du web des origines. D'ailleurs, pas que des origines, mais beaucoup d'entraide, beaucoup de partage, etc. Et aussi, il y a le livre qu'on a publié chez Contournement aux éditions Erol, qui vous permettra d'en savoir plus sur ce mouvement et qui, selon nous, atteste un petit peu du fait que ce mouvement est une réalité un petit peu large aujourd'hui et pas seulement quelques acteurs illuminés derrière leur ordi isolés. L'intérêt du no-code pour les devs, en quelques mots. Pourquoi on lance cette formation? Pourquoi on fait ces webinaires? Parce que premièrement, en termes de vélocité, vous le verrez avec la démo, et vous l'avez peut-être vu sur les autres démos, ça permet de très rapidement, sur certaines parties du projet, aller plus vite pour pouvoir se concentrer, notamment là où le code a le plus de force de valeur ajoutée. Et aussi là où le no-code ne peut pas avoir de valeur ajoutée. Par exemple, l'algorithmie, tout ça, pas forcément très l'idéal à faire en no-code. Fluidifier la communication avec les commanditaires. Quand on échange sur une base visuelle et compréhensible par les deux parties, ça peut fluidifier la compréhension avec le métier, avec le client, etc. J'en parlais encore tout à l'heure avec une interlocutrice dans une grande DSI, et ça permet vraiment, au-delà de simples maquettes, de voir comment se comporte au final un logiciel, voire de permettre au métier de mettre les mains dedans pour pouvoir mieux spécifier et avancer plus vite dans la collaboration. Collaboration agile notamment, on est férus d'agilité chez Contournement, on y croit fermement à ce type de support d'échange. Interconnecter ces briques codées et non codées, parce que oui, on peut faire interagir des briques codées et non codées, notamment via des API. Et si vous regardez le webinaire de la dernière fois, en effet, on peut faire beaucoup de choses avec les API en no-code, avec des outils comme Make par exemple. Alléger le temps et l'énergie à investir sur la maintenance adaptative. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Tout simplement que le modèle SaaS, surtout quand
donc c'est hébergé par l'éditeur. Quand il y a une mise à jour, la mise à jour, elle est pour tout le monde. Normalement, vous n'avez pas à vous soucier de faire des montées en niveau, en version, etc. Et ça, et sur la sécurité, pareil. C'est-à-dire que tout ce qui est appliqué par l'éditeur, normalement, c'est géré pour vous. Et là, on va parler d'interface. Mon associé aime bien dire, parce qu'on vient tous les deux à la base du code, du développement traditionnel, que par exemple, avec des outils no-code comme Webflow, qui permettent de faire des sites très avancés, ben, quand tu mets ton site en prod et que tu passes à la télé le lendemain, normalement, tout développeur qui a un minimum de conscience professionnelle va passer une très mauvaise nuit. Là, en l'occurrence, avec du Webflow, la montée en charge est gérée voilà, il y a plein de choses qui sont gérées pour vous et qui vous facilitent la tâche. Pour le dire très simplement et pour aller vite. Petit zoom sur les interfaces. Qu'est-ce qu'on entend par interface? Parce que souvent, quand on parle d'interface, les gens me disent « Ah, tu peux faire une landing page, tu peux faire un site vitrine, tu peux faire une appli mobile à la fois. » Il n'y a pas que ça. Une interface, on va le prendre au sens très large au début, est la base de données. Là, par exemple, une base de données Airtable. Bon, très bien. On peut faire des vues dans cette base de données. Déjà, ça facilite. On peut dire que c'est une forme d'interface, mais c'est pas bien que les gens aillent taper direct dans l'interface, que les utilisateurs d'une base de données aillent modifier directement dans la base de données. On peut faire des erreurs, on peut faire des mauvaises manips. La base de données, si elle a 50 champs, ça va pas être très pratique. Donc, on peut déjà quand même faire des vues dans Airtable, mais au-delà de ça, on peut faire des interfaces. Par contre, je sais pas, il y a un petit bruit derrière. Je vais mettre en muet. On peut déjà, dans Airtable, faire des interfaces qui sont, on va dire, plus segmentées, plus adaptées aux besoins de l'utilisateur. Par exemple, excuse-moi Tony, on entend encore un petit peu ton clavier. Je voulais mettre un message dans le chat. Tu es en train de t'échauffer pour ta démo, on imagine. Par exemple, là, imaginons qu'il y ait une catastrophe naturelle en Normandie et qu'il y ait une société d'assurance qui veuille faire un outil rapide de remontée des besoins, des incidents, des photos, par exemple, des sinistrés. Bah, si la base de données que j'ai montrée avant est la base de données de ce projet, je peux faire un formulaire, bien sûr, pour que les gens fassent remonter. Et derrière, pour le traitement, on peut imaginer que ça soit une interface où les personnes qui préqualifient au sein de mon agence d'assurance, qui préqualifie les sinistres, n'aient accès qu'à un Kanban pour faire bouger les différentes remontées pour derrière que quelqu'un qui est lui ou elle sur la préqualification puisse voir uniquement les besoins qui sont prévalidés, qui sont et modifier donc certaines infos pour faire un retour en disant par exemple là il manque une photo, là il manque telle ou telle info. Et ces utilisateurs-là donc n'ont pas accès à la base de données dans son intégralité, mais littéralement que à ces parties-là. Donc là, on parle vraiment d'un logiciel métier interne qui est développable en question d'heures, voire moins. Donc là, on parle des interfaces Airtable. Je pose ça pour bien préciser, encore une fois, qu'on ne parle pas que de faire des sites web ou des applis mobiles. On parle de faire des interfaces qui permettent de consulter, d'éditer des bases de données rapidement, de mettre ça en place rapidement et de manière personnalisée et sur mesure. C'est ce qu'on va vous montrer, mais pas dans Airtable Interface directement. On va pour ça utiliser plutôt Softer, qui est un outil qui permet littéralement de créer des applications web par-dessus une interface. Avec des profils un peu éloignés de l'emploi, en une journée, on a réussi à faire développer une espèce de mini Airbnb de location des instruments de musique, par exemple, où les utilisateurs doivent s'inscrire. Une fois qu'ils sont inscrits, ils peuvent consulter les annonces, mais s'ils ne sont pas inscrits, ils ne peuvent consulter que la carte de chaque annonce. Et ils peuvent filtrer ces annonces par mots-clés, par type. Ça, c'est le genre de choses. Donc, je vous parle de ces profils-là qui, en une journée et demie, en plus, peuvent former là-dessus, pour vous mettre en avant la vélocité, l'efficacité avec laquelle on peut créer ce genre de choses. Softer est un outil qui est très efficace, qui permet très rapidement de faire des choses. Donc, logiquement, c'est un outil qui vous met sur des rails, qui vous permet d'aller loin et vite, mais qui ne vous permet pas de faire ce que vous voulez. Softer, si on a fait le choix pour la formation d'utiliser Softer, c'est parce que en moins d'une journée, vous aurez fait des choses
Là où, si on est allé sur des outils beaucoup plus poussés comme WeWeb, avec lesquels on peut vraiment faire des applis beaucoup plus poussées, là, il faut quand même plusieurs semaines de prise en main. Logique. Quand on peut personnaliser, quand on a plus de possibilités, plus de liberté, on a plus de fonctionnalités à prendre en main. Donc, Softr, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que comme c'est très restrictif, très orienté sur certains cas d'usage, la mise en place d'applis web et d'interfaces comme celle qu'on vient de décrire va très vite. Et puis, il y a des outils aussi pour faire des interfaces mobiles, par exemple Glide, qui est très spécialisé aussi sur les interfaces mobiles. Donc là, dans ce cas de remontée de sinistre, on pourrait imaginer de mettre en place une appli avec les permanences physiques localisées, les signalements d'incidents localisés, etc. Je passe la main à Tony pour faire la démonstration. Maintenant que j'ai posé un petit peu le cadre de ce qu'on entendait par interface, donc c'est une interface au sens très large, et on va te laisser développer devant nous quelque chose qui normalement aurait pris plusieurs jours, au moins plusieurs jours, sans le no-code. Ça marche. Alors, je vais tout de suite partager mon écran. Hop, je crois que ça va te couper, Erwan. Bien sûr. Et le temps que tu partages ton écran aussi, j'ai pas précisé qu'en termes de sécurité, bien sûr, passer par des interfaces plutôt que de partager des bases de données qui peuvent être partagées ensuite en public par erreur par n'importe qui. En termes de sécurité, bien sûr, créer des interfaces, c'est une très bonne pratique. Hop, je crois qu'on voit ton écran. Ouais. Alors, c'est parti. Alors, avant de vous présenter Softr et l'interface, je vais vous faire un rapide rappel de ce qu'on avait construit pendant le premier séminaire, parce qu'on va partir de ça, du coup, pour créer une interface autour de ce projet-là. On avait un système de gestion de projet qui permettait donc de créer des projets, de créer des tickets assignés à ces projets. Chaque ticket pouvait avoir des tâches, donc décomposées en tâches. Et on avait également une table qui nous permettait de représenter les personnes à qui on souhaitait assigner chacun des tickets. Okay, donc ça, c'est la structure générale du projet qu'on avait construit. Là, ce que je vous propose pour l'exercice d'aujourd'hui, c'est de partir du principe que je suis un développeur. En l'occurrence, parmi les projets que je gère, il y en a un qui est un projet open source et j'aimerais créer un petit portail qui permette aux contributeurs de ce projet de gérer un petit peu leurs tickets, leurs tâches, etc. Donc, dans Softr, hop, je vais partir littéralement de zéro. Vous voyez que quand je pars de zéro, automatiquement, Softr déjà me propose plein de choses, des pages un petit peu prêtes à l'emploi. Je vais en enlever une bonne partie et je vais juste garder principalement une page d'accueil et ce qui me permet de me connecter, m'inscrire, mot de passe oublié, etc. Donc vraiment les fondamentaux d'une application. Paf, je clique sur créer et en un clic, on est parti. Et juste pour bien éclairer ce que tu viens de faire, tu n'as rien eu à installer, tu n'as rien eu à héberger. Tu t'es créé un compte sur Softr, tu as fait une nouvelle application et hop, tu pouvais déjà mettre ça en place. OK. C'est ça. Vraiment, j'ai rien eu à faire de plus que ce que je vous ai fait voir, à part me créer un compte, évidemment, pour pouvoir me connecter. Donc, dans la partie gauche, on peut voir que j'ai un système de pages. Softr m'a automatiquement créé un tas de pages utiles comme la page d'accueil et toutes celles dont je vous ai parlé. Et donc, on va essayer d'imaginer un petit peu ce qu'on pourrait faire avec ça. Ce que j'aimerais, c'est, moi, le développeur principal du projet, quand je me connecte, je voudrais pouvoir consulter la liste de tous les tickets. Quand je vais voir le détail d'un de ces tickets, j'aimerais pouvoir voir les tâches qui sont associées à ce ticket-là. Et j'aimerais aussi pouvoir éditer ces choses-là, éditer le ticket, éditer les tâches, etc. Dans un second temps, on s'occupera de la partie contributeur, c'est-à-dire ceux qui peuvent uniquement travailler sur leur propre ticket. Pour pouvoir gérer les différentes autorisations, vous voyez que de façon très pratique, là, j'ai accès à un petit menu utilisateur parce que du coup, dans Softr, un des avantages par rapport à Airtable, c'est que je vais pouvoir gérer les utilisateurs ici, directement au sein de Softr. Alors, je peux faire une synchronisation entre les utilisateurs de mon application au sein de Softr et Airtable. Là, dans mon cas, par exemple, j'aimerais que ce qu'il y a dans l'onglet Assignees, là, donc tous ceux qui peuvent être assignés à des tâches, soient considérés comme des utilisateurs qui peuvent accéder à mon application sur Softr. Et vous allez voir, en très peu de clics, je peux faire ça. Je peux dire ici que pour mes utilisateurs, je veux les synchroniser avec une source de données. Dans ma base Airtable, qui s'appelle projet, je veux lier mes utilisateurs à la table qui s'appelle Assignees. Automatiquement, il va me permettre ici de faire le lien. Donc, les emails de mes utilisateurs sur Softr correspondent à la colonne email dans ma base Airtable. Le nom de mes utilisateurs correspond à la colonne nom. Je peux mettre un avatar, ça tombe bien. J'ai une colonne qui s'appelle photo dans ma base. Et ici, j'ai
j'ai le choix, si je veux, de stocker les liens magiques qui permettent de se connecter sans mot de passe. Je n'ai même pas besoin de m'en occuper. J'ai juste mis email, nom et photo. Je sauvegarde et synchronise. Ça va prendre un petit instant, mais vous allez voir que automatiquement, ici, il synchronise les utilisateurs et je vais récupérer tous ceux qui se trouvaient ici. Rien qu'en ayant fait ça, du coup, j'ai déjà des utilisateurs de test avec lesquels je vais pouvoir commencer à travailler. Alors, ça va me servir à quoi? On va le voir au fur et à mesure. Je vais retourner sur la page d'accueil et on va juste regarder à quoi ça ressemble par défaut. Pour visualiser ce que je suis en train de faire, j'ai un bouton Preview. Hop, je clique dessus. Et donc, voilà pour l'instant encore sur mon site. J'ai une page d'accueil avec ces deux trucs-là. Je vais supprimer ce qui ne m'intéresse pas, donc cette partie-là, là. Hop, je vais rajouter, juste pour tester, un tableau. Donc, hop, dans la colonne de droite ici, je vais choisir tableau, je vais en rajouter un. Vous voyez qu'il apparaît directement ici, et je vais pouvoir spécifier à quoi je veux le connecter. Donc pareil, je vais sélectionner une source de données dans la base projet, et là, cette fois, ce que je voudrais lister, c'est les tickets. J'ai fait une vue, je ne sais pas si je ne vous l'ai pas présenté, mais vous voyez que dans mes tickets, là, j'ai plein de vues dans Airtable qui listent tous les tickets de tous mes projets. En l'occurrence, j'en ai fait une vue ici particulière qui filtre uniquement les tickets qui sont liés à mon projet open source. C'est pratique. Dans Softer, je peux en plus, une fois que j'ai choisi ma table, aller choisir une vue en particulier, open source, et du coup, je récupérerai que les tickets qui sont liés à cette vue-là. Si je vais voir à quoi ça ressemble, en 2 clics, littéralement, hop, pardon, voilà, en 2 clics, je récupère bien des vrais tickets qui viennent de ma base Airtable. J'ai une pagination qui est automatiquement en place, qui me permet de passer de page en page, comme son nom l'indique. Alors, hop, ça charge un petit peu. Je retourne ici. Si on regarde le contenu de ce qu'on a pour l'instant, les colonnes ne sont pas tout à fait pertinentes. Ce n'est pas forcément ça que je veux afficher. Et du coup, je peux personnaliser, évidemment, tout ce que j'affiche dans mon tableau. Par exemple, je ne veux pas de colonne d'image. La colonne statut, ce n'est pas une checkbox, le statut. Si on retourne voir à quoi ça ressemble, le statut, c'est ça. Est-ce que c'est backlog? Est-ce que c'est à faire? Est-ce que c'est en train d'être fait? Etc. Donc, je ne vais pas choisir checkbox. Je vais choisir un système de tag. Et je veux afficher à l'intérieur statut. Hop, et vous voyez, automatiquement, je retrouve backlog, doing, backlog, etc. Je voudrais un peu plus d'éléments, parce que là, j'en ai 5. Donc, je peux... je suis passé à côté, pardon, c'était dans source. Je peux ici dire que j'en veux plutôt 50. Et je vais supprimer la colonne rating qui ne sert à rien. Et à la place, je voudrais afficher les personnes qui sont assignées. Donc, je vais faire ça sous forme de tag aussi. Je vais afficher en un clic à qui est assigné cet achat. Et donc, vous voyez, en littéralement quelques clics, j'ai déjà pu afficher tout ça. Softer a été intelligent. Vous voyez qu'il a remarqué ici qu'il y avait une colonne qui s'appelait type, pour les types de tickets, qui représente le type de ticket. Est-ce que c'est une nouvelle fonctionnalité, de la doc, un bug, etc. Et vous voyez qu'il m'a automatiquement proposé des filtres qui me permettent de filtrer dans tout ça les tickets qui correspondent à ce type-là. Donc, si je vais voir à quoi ça ressemble, hop, j'ai bien les nouvelles informations et je peux, en un clic, filtrer celles qui sont uniquement nouvelles features, etc. Donc là, je ne sais pas combien de temps ça fait que j'ai arrêté de parler, moins de 10 minutes, j'imagine. Mais là, concrètement, on a un site avec un sous-domaine mis à dispo par Softer, sur lequel j'ai déjà une galerie filtrable dynamique qui affichera les entrées que j'ai dans ma base de données. Alors, bien sûr, je peux filtrer, je peux être sélectif et tout. Et déjà, en moins de 10 minutes, le fait de pouvoir publier ça en public, puis on va voir juste après qu'on peut aussi le restreindre par mot de passe, par inscription, etc. C'est tout de même déjà assez impressionnant. Faire ça avec un outil plus avancé, ça aurait pris plus de temps. On aurait pu faire beaucoup plus de choses. Mais là, c'est vraiment le côté quasi instantané qui est impressionnant. C'est ça, en littéralement 3 secondes, j'ai pu afficher ça. Et évidemment, on va pouvoir aller un petit peu plus loin que ça quand même, mais c'est vrai que ça va super vite. Là, ce que je vous propose, juste pour tester et comprendre un petit peu le principe, ce que j'aimerais, c'est pouvoir cliquer sur une de ces tâches-là et arriver sur une page qui montre un peu les détails de la tâche en question. Et donc, je peux faire ça très rapidement. En gros, là, ce que je voudrais, c'est une nouvelle page qui me permette d'aller voir le détail d'un ticket. Donc, je lui donne un nom. Hop. Dans tous les blocs que je peux rajouter ici, hop, il y en a un qui s'appelle List Details, qui me permet différentes façons d'afficher les détails d'un élément dans une base de données. Par exemple, je vais choisir celui-ci. Pareil, je vais choisir ma base de données.
la table que je veux afficher. Donc là, ce que je veux représenter, c'est un ticket, le détail d'un ticket. Et vous voyez qu'automatiquement, il va essayer de détecter c'est quoi les champs pour un ticket pour les afficher correctement ici. Alors là, hop, je vais aller juste supprimer ce qui est un peu inutile. Il y a 2 sections. Vous voyez qu'il y a la top section, c'est ce qui est représenté ici, là, cette partie-là, l'image, le titre et ces choses-là. Et il y a une deuxième section dont je ne vais pas avoir besoin ici, là, qui contient toutes ces colonnes que je pourrais utiliser si je voulais aussi. Je vais juste supprimer ça. On va garder que le strict nécessaire. Et là, je me dis que, alors d'une, je n'ai pas besoin d'afficher d'image. Et 2, je voudrais aussi afficher qui est assigné à cette tâche-là. Donc, je peux rajouter un champ. Je vais encore choisir les tags et je vais l'assigner à... Enfin, je vais choisir que je vais afficher assigné à. Donc, littéralement, là, en 2 secondes, pareil, j'ai une page qui me permet de voir le détail d'un ticket. Pardon. Ce que je voudrais, c'est faire un lien entre ma page d'accueil pour que quand je clique sur un des éléments du tableau, j'arrive sur cette page de détail. Automatiquement, vous voyez que j'ai ici un menu Actions. Je peux choisir de rajouter des actions. Vous voyez ici, là, j'ai un bouton qui permet de rajouter un ticket, par exemple. Ça, c'est configuré ici. Je peux rajouter des boutons dans la barre au-dessus de mon tableau et donc déterminer plusieurs actions ici. Je peux également rajouter des boutons dans les colonnes en face de chacun des enregistrements pour déclencher quelque chose. On essaiera ça tout à l'heure. Et enfin, je peux configurer ici qu'est-ce que je veux qu'il se passe lorsque je clique sur un des éléments. En l'occurrence, je voudrais ouvrir la page de détail qui s'appelle Ticket détail. En 2 clics, enfin j'exagère à peine, si quand même, en 2-3 clics, j'ai déjà la possibilité de cliquer sur un élément, ce qui va m'amener sur une page dédiée où je pourrais voir les détails de ce ticket-là. Donc jusqu'ici, ça a déjà été très très vite, mais ce n'est pas ultra intéressant pour moi de n'afficher que ça du ticket. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir être plus malin. Pour ce ticket-là en particulier, j'aimerais pouvoir afficher en dessous toutes les tâches qui lui sont dédiées. Donc, j'ai besoin de faire une relation. Ici, j'ai la table avec l'intégralité des tâches. Ce que je voudrais, c'est aller puiser là-dedans celles qui sont liées au ticket que je suis en train de visualiser ici. Et vous allez voir, ça peut aller très, très vite aussi. Donc, dans la page Up Ticket Detail, je vais rajouter un élément juste en dessous. Je vais rechoisir un tableau parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique, je trouve, pour ce genre de besoin-là. Tableau. Hop. Je spécifie encore une fois ma source de données. Dans la base projet, je voudrais cette fois afficher des tâches. Je n'ai pas besoin d'aller chercher une vue en particulier. Alors, je vais juste par contre augmenter le nombre. On va dire que je veux afficher jusqu'à 20 tâches. Donc, je n'ai pas besoin d'afficher une vue en particulier. Par contre, ce que je voudrais, c'est n'afficher que les tâches qui correspondent à la page en cours. Et vous allez voir qu'il y a un système qui est très puissant, je trouve, dans Software, en tout cas très pratique. C'est le système de conditions. Vous voyez ici, j'ai choisi que je voulais afficher les tâches. Je vais pouvoir ajouter une condition pour déterminer lesquelles je veux afficher. Hop. Et donc, ce que je veux, c'est afficher les tâches pour qui la colonne ticket contient... alors, j'ai le choix entre contient n'importe laquelle des valeurs que je vais les donner après ou exactement. Au final, là, les deux marcheraient pour moi. Et donc, pour choisir la valeur que je veux utiliser pour filtrer, vous voyez que je peux utiliser soit quelque chose qui vient de mon utilisateur connecté, soit de l'enregistrement que je suis actuellement en train de consulter. Donc là, vous voyez, je suis sur un ticket en particulier, par exemple, ajouter la MA3. Current Record représente ça, le ticket que je suis en train de consulter. Et donc, je veux filtrer toutes les tâches dont le nom, si je vous le dis ça, dans la colonne de mes tâches, dans la colonne ticket de mes tâches, je veux sélectionner toutes celles qui ont comme nom de ticket le nom que je suis en train de regarder actuellement. Donc, ici, ajouter la MA3. Ici, là, il a essayé de me générer des filtres que je trouve vraiment pas pratiques. Je vais juste aller supprimer ça et on va aller observer ensuite le résultat. Donc, les filtres, ici, il l'a fait à partir de ticket. Je supprime, j'en ai pas besoin. Et on va tout de suite retourner voir le résultat. Alors, je vais le faire à partir de la page d'accueil. Hop. Donc, j'ai ici la liste de mes tâches. Je clique sur « Outils de qualification des données ». J'arrive bien sur le détail d'outils de qualification des données. Et juste en dessous, je peux voir uniquement les tâches qui sont associées à ce ticket-là. Alors, c'est pas mal, c'est de la consultation. Idéalement, ce que j'aimerais, c'est aussi pouvoir agir
sur ces tâches. Je voudrais pouvoir en rajouter une nouvelle et éventuellement, je voudrais pouvoir en marquer une comme terminée en un clic. Vous allez voir, hop, on va aller très vite pour ça aussi. Dans Ticket Details, je vais sélectionner mon tableau de tâches. Je vais gérer les colonnes qui sont affichées, donc je n'ai pas besoin d'une image. Le nom de la tâche m'intéresse. Son statut terminé, oui ou non, m'intéresse. Le ticket auquel elle est associée, ça ne va pas m'intéresser parce que de toute façon, je consulte celles qui sont liées à un seul ticket. Le rating ne me sert à rien non plus. On va juste se rajouter, par exemple, une date. Pardon. Bon, on va mettre ça sous forme de texte d'ailleurs. Hop, la date de début et la date de fin. Fin. Hop. Donc là, automatiquement, vous voyez que j'ai bien le nom, le statut et début et fin pour mes colonnes. Donc, je voudrais rajouter la possibilité pour l'utilisateur de marquer une tâche comme terminée en un clic. Ici, Item Buttons, c'est ce qui me permet de rajouter un bouton en face de chacun des éléments du tableau. Je vais en rajouter un. Parmi les options, il y en a une qui s'appelle One Click Update, donc qui me permet de faire une mise à jour d'un des éléments en un clic. Je vais choisir ça. Je vais lui donner le nom marqué comme terminé. Alors, c'est un peu long. Je vais juste écrire terminé, ce sera plus rapide. Terminé. Et donc, ce que je veux modifier comme champ quand je clique sur ce bouton, c'est le statut. Enfin, le statut terminé. Et je veux qu'il soit systématiquement mis à true quand je clique sur ce bouton. Automatiquement, quand je cliquerai là-dessus, l'enregistrement lié ici sera modifié et la colonne terminée, donc cette colonne-là, passera à true. Si je vais l'essayer, alors on dirait que je ne l'ai pas faite, pourtant je l'ai fait. Peut-être qu'il faut juste que je refresh. Donc tu publies. Pourtant, je suis en preview, alors je vais effectivement publier. Ah, alors a priori, il n'a pas pris en compte mes modifs. Je sais pas. Ok, preview. Ah, pardon. Je suis en tant qu'utilisateur non connecté. Alors ça, c'est vrai que je ne l'ai pas fait voir. Vous voyez ici, la petite barre Software me permet de rajouter une barre ici qui me permet de simuler qui est en train de consulter l'application. Donc là, pour l'instant, c'est un utilisateur non connecté. Donc par défaut, il ne peut pas faire d'action sur un élément. Par contre, si je choisis mon compte, disons lui, hop, automatiquement, je verrai l'interface comme si j'étais cette personne-là. Et là, je vois bien les trois boutons. Et donc, cette to-do là, par exemple, cette tâche-là n'est pas faite. Si je clique dessus, j'ai un système de grisement du bouton qui me fait comprendre que quelque chose se passe. Et dès que c'est terminé, hop, vous voyez que la tâche a bien été passée en terminé. Hop. Alors, si je veux pouvoir, par exemple, ajouter une nouvelle tâche, ce serait pratique que mes contributeurs puissent ajouter une nouvelle tâche. J'ai déjà un bouton qui a été fait pour moi ici, dans les actions. Et vous allez voir que pour configurer ça, c'est très simple. Hop. Je peux choisir ici tous les champs que va devoir remplir l'utilisateur. Donc là, par exemple, Software n'a pas été forcément super intelligent pour déterminer tous les champs. Il y en a certains qui sont bons, mais je n'ai pas d'image, donc je vais pouvoir supprimer ça. Ça, pour le texte, en gros, je veux que ça puisse me servir, par exemple, à remplir le nom de la tâche que je veux créer. Le statut, j'en ai pas besoin spécialement. Les tags, ah, ça c'est intéressant. Regardez, on a un cas de figure où, à partir du moment où je veux créer une nouvelle tâche, ce que j'aimerais automatiquement, c'est que cette tâche soit associée à ce ticket-là. Je ne vais pas demander à l'utilisateur d'aller choisir dans un drop-down, à quel ticket doit être associé à la tâche qu'il crée. Donc, Software propose un type de champ qui est super intéressant, qui s'appelle un champ caché. Grâce à ce champ caché, je vais pouvoir automatiquement dire que je veux que la colonne ticket de la tâche utilise dans le détail que dans la page que je suis en train de regarder, là, donc celle qui concerne un ticket en particulier, eh ben, je vais lier la tâche au nom du ticket que je suis en train de visualiser. Ici, ajouter
schéma 3. Donc là, grâce à ce champ caché, quand je ferai ajouter une tâche, automatiquement, la colonne ticket de cette tâche sera liée au même nom que le ticket sur lequel je suis en train de travailler. Alors, je devrais pouvoir mettre un champ date pour le lier à la date de début, un autre champ date pour le lier à la date de fin. Et là, automatiquement, si je fais un petit preview, en quelques clics, alors je n'ai pas pris de temps pour nommer les labels du formulaire, etc. C'est vraiment juste pour la démo, mais en un clic, j'ai automatiquement un champ qui va me permettre de rentrer le nom, un champ pour la date de début et un champ pour la date de fin. Comme je vous disais, j'aurais pu remplir le label de chacun de ces champs. Mais donc, vous allez voir que si je fais test, que je choisis une date de début et une date de fin, j'ai bien, hop, ma nouvelle tâche de test qui apparaît ici. Et elle est bien liée donc au ticket qui s'appelle comme ça. Ce système de formulaire là, qui me permet d'ajouter des enregistrements, il fonctionne pour l'ajout, mais aussi pour l'édition. Si je voulais pouvoir éditer cette partie-là, là, le bouton Edit, je pourrais le configurer exactement de la même façon que ce que je viens de faire, pour qu'il y ait le champ nom, peut-être le champ Assignee, pour que je puisse choisir à qui j'assigne ce ticket-là, etc. Et donc vraiment très rapidement, je vais pouvoir faire des formulaires qui me permettent de créer ou modifier de la data. Je vais arrêter là les démos sur la création-modification. Je voudrais juste qu'on voit rapidement comment est-ce que je peux adapter l'interface en fonction de qui est connecté. Et vous allez voir, ça va très vite. Si je veux voir mes utilisateurs, ils sont tous là. Je peux créer des groupes d'utilisateurs pour leur donner des permissions particulières. Dans ma table Airtable, je me suis mis une petite colonne ici qui me permet de spécifier que je veux rendre admin certains des utilisateurs. Là, par exemple, j'en ai mis un seul. Donc, ce que je voudrais, c'est gérer deux types de rôles. Soit les gens qui sont admin, soit des contributeurs qui, eux, ne pourront voir que leurs propres tickets, etc. Pour faire ça, vous allez voir, super rapide, je crée un nouveau groupe, un que je veux appeler admin, et je peux déterminer une condition qui va me permettre de choisir qui est admin ou pas. Dans mon cas, je voudrais aller regarder dans mes utilisateurs, si la colonne admin n'est pas vide, c'est-à-dire si j'ai coché quelque chose ici, automatiquement, l'utilisateur qui correspond à ce critère-là sera mis en tant qu'admin. Aussi rapidement, je vais pouvoir faire un deuxième user group que je vais appeler contributeur. Et la condition pour être contributeur, c'est si jamais la colonne admin est vide. Dans ce cas-là, l'utilisateur aura automatiquement le rôle de contributeur. Maintenant que mes rôles existent, comment je peux les utiliser? Eh bien, vous allez voir, hyper simplement aussi. Sur ma home page, regardez, hop, donc si je suis connecté, je vois ce bloc hero plus tout ça. Si je ne suis pas connecté, je vois aussi ce bloc hero plus tout ça. Donc déjà, je vais régler ça. Le bloc hero, je veux changer sa visibilité pour que seulement les utilisateurs non connectés le voient. La table ticket, ici, ce que je voudrais, c'est que seulement dans les utilisateurs connectés, seulement ceux avec le groupe admin le voient. Et je vais dupliquer ce que j'ai fait là. Donc, un clic, automatiquement, j'ai un deuxième tableau qui est ici. Ce tableau, je vais l'appeler mes tickets. Mes tickets. Je vais filtrer ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, je vais rajouter une condition. Et ce que je voudrais, c'est seulement les tickets qui sont assignés à l'utilisateur connecté, et je vais prendre son email comme référence. Automatiquement, en 3 clics là aussi, j'ai un tableau qui va lister que les tickets qui sont assignés à l'utilisateur qui est connecté dans le sauveteur. Et je vais rendre ce tableau-là visible, pas aux admins cette fois, mais aux contributeurs. On va aller tout de suite regarder ce que ça change. Donc, je vais sur la page d'accueil. Je suis non connecté. Alors, a priori, j'ai fait une petite erreur sur le tableau. Sur ça, visibilité, j'ai mis logged in, alors que ça devrait être not logged in pour le tableau. Les systèmes de visibilité est super bien fait aussi. Voilà, c'est super pratique. Donc là, je suis un utilisateur non connecté. Voilà ce que je vois. Si je me connecte en tant que moi, c'est-à-dire en tant qu'administrateur, c'est
celui-ci. Dans ce cas, je vais voir tous les tickets. Donc, j'ai plus la home, j'ai juste tous les tickets. Et si je me connecte en tant que contributeur, disons, tiens, Erwan va retrouver uniquement le tableau mes tickets avec seulement ses tickets à lui. Et donc, ce système-là, je peux le faire sur toutes les pages. Par exemple, un contributeur pourrait ne pas avoir accès à ce bloc-là. Il devrait pouvoir lire ça, mais pas pouvoir l'éditer. Tout ce que j'aurais à faire, ce serait... Alors, je ne vais pas le faire forcément, mais j'aurais qu'à dupliquer ce bloc-là, en faire un spécial pour l'administrateur et un spécial pour le contributeur. Et je peux faire ça, pareil, pour ce qu'il y a des fichiers ici. Et on peut même, si on veut, vous voyez ici, en haut, là, j'ai 2 barres de menu. J'en ai une qui est visible, celle-ci, là, avec le bouton pour s'enregistrer, qui est visible uniquement pour les personnes qui ne sont pas connectées. Vous voyez ici. Et j'en ai une deuxième ici, qui est visible uniquement pour les personnes qui sont connectées. Et pour chacune, je vais pouvoir spécifier c'est quoi les liens de menu qu'il y a à l'intérieur. Et je pourrais même en créer une troisième, une pour les utilisateurs admin, une pour les contributeurs et une pour les personnes non connectées. Donc, ça peut vraiment aller très, très vite. Je me dis, je crois que j'arrive au bout de mon temps. Je ne sais pas si vous voulez que je vous partage le lien de l'application pour que vous puissiez la tester. Ou je ne sais pas si on a le temps, si on attend vraiment de faire ça. Donc, je vous laisse me dire. Oh, tu peux la partager dans le chat. Hein. Okay. Bravo, Tony, parce qu'en moins de 25 minutes, tu viens de nous créer un système de membership avancé. En fait, c'est la première fois que je vois une démo de software qui montre par la vélocité de l'exécution, la vélocité des possibilités que ça offre. Et vraiment, bravo, Tony. Franchement, c'est super convaincant. Et je tiens à préciser quelque chose, c'est que au début, je vous parlais des interfaces Airtable. Pour vous illustrer un cas d'usage, il faut que les qualificateurs ne puissent voir que telle ou telle info, il faut que les validateurs ne puissent valider ou éditer telle ou telle info. Donc, c'est une autre façon de faire. Je vais vous dire 2 choses. Déjà, je vais vous dire que vous avez la chance, quelque part, de vous intéresser au no-code aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tout ça, c'est pas apparu dès 2017. En gros, il faut se dire que, pour ma part, quand j'ai commencé à découvrir vraiment des outils no-code enfin matures en 2017-2018, je sens que je m'y intéressais depuis un moment, Airtable, on pouvait créer des bases de données, des petites vues, mais on pouvait pas vraiment le brancher à des outils de création de sites. Puis, il y a Softer qui est apparu, qui a commencé à permettre de faire au moins des galeries filtrables. Puis, en 2020, Softer a commencé à pouvoir, 2021, de proposer des systèmes de membership un peu plus avancés. Airtable a commencé à proposer des interfaces. Là, en 2024, ce que je veux dire, c'est qu'on est à un moment où les outils no-code sont vraiment de plus en plus puissants et tendent à se diversifier. Par exemple, Airtable, aujourd'hui, on peut faire de la base de données, de l'interface et de l'automatisation. Mais que dans cette jungle d'évolution de différents outils, et sachant que les outils aussi sont assez multiples, c'est important de faire des choix et de comprendre l'avantage de l'un contre l'autre. Donc, premier message, vous êtes à un moment où il y a énormément de possibilités. Il y a encore quelques années, il fallait beaucoup bidouiller, contourner, c'est aussi pour ça qu'on s'appelle contournement, et hacker. Là, il y a vraiment plein de choses. Et pourquoi on vous a montré Softer ? Parce que Airtable, quand tu fais des interfaces, forcément, ce sont des interfaces internes. Donc, ce sont tes collaborateurs qui peuvent l'utiliser. Donc, ça veut dire, en général, des membres payants. Là, Softer, ça te permet de contourner ça. Tu peux avoir 1000 utilisateurs extérieurs ou internes qui se connectent au système sans forcément avoir à payer une place. Et Softer, comme je le disais, l'objectif, c'est de pas se faire du beau ou du design, c'est d'aller vite et loin et de répondre à 80% des cas d'usage que vous avez souvent sur ce type d'interface interne. Enfin, ce que vient de réaliser Tony, je pense qu'on connaît toutes et tous des gens qui ont mis des semaines, des mois, voire des années à développer ce genre de système, notamment parce qu'il y a incompréhension avec le client ou le métier. Et c'est là où je parlais d'agilité, c'est que quand tu développes ça un peu en temps réel, que tu fais tester et que tu dis alors c'est ça que tu veux, ah non, à tel endroit, j'ai pas besoin de tel champ, par contre j'aimerais modifier tel truc. Si tu le développes à la vitesse où Tony l'a fait, forcément, tu vas tout de suite adresser et évacuer des points essentiels avec ton client. Et tout ça, tu peux l'apprendre par toi-même, bien sûr. Ça risque de prendre un peu de temps. Alors que si tu y es formé, en moins d'une journée, tu sauras faire plein de trucs. Et c'est là que je passe la main à Cyril pour vous expliquer un peu l'objet de la formation qu'on est en train de lancer. Et encore bravo, Tony.
Parce que en plus, tu t'es pas pris les pieds dans le tapis un seul moment, parce que forcément, il y a un moment où tu es là, mince, c'est où déjà, tel bouton, tel machin, là, c'était impressionnant. Merci Erwan, merci Tony. Effectivement, comme on le disait, c'est le dernier webinaire, donc on va bientôt se séparer avec une petite larme à l'œil. Mais ce qui était important, c'était de vous montrer une logique d'ensemble, base de données, automatisation, interface. Je pense que vous avez vu aussi l'état d'esprit dans lequel tout ça a été fait. On n'est pas avare de réponses, de disponibilité. Et en fait, c'est dans cet esprit-là que va se faire aussi les différentes sessions de formation. Les gens qui sont déjà passés par O'Clock connaissent cette disponibilité, cet état d'esprit. Pour les nouveaux, c'est important de le rappeler. Et c'est tout l'intérêt du synchrone, c'est que vous venez aussi avec vos propres problèmes. Et je dis pas comme au McDo, vous venez comme vous êtes, mais quand même. On a mis un premier ticket d'entrée, en fait, un premier point pas de barrage, mais en fait, cette formation, pour que ce soit très accéléré, il faut déjà des prérequis de dev qui sont assez importants. Et donc, comme notre formation phare, c'est le développement web mobile, on a plus de 6000 alumni sur cette formation. C'est prioritairement pour eux qu'on a conçu cette formation. Donc, il ne faut pas être un crack en développement, il ne faut pas avoir fait 15 ans de développement informatique pour pouvoir profiter au mieux de la formation. Néanmoins, il faut savoir, faut avoir les fondamentaux d'un dev junior. Et effectivement, comme l'explique Erwan tout à l'heure, en 4 jours, la promesse, c'est de vous en apprendre autant que si vous aviez passé au moins 8 jours tout seul, en étant même un peu acharné, je pense. Et donc, oui, en étant concentré et acharné. En effet, 8 jours, c'est encore assez optimiste parce qu'il y a quand même à la fois l'automatisation, la base de données et les sites. Parfois, je suis un peu trop optimiste. Ouais. C'est même plus que 8 jours. En effet. Moi, je te trouve un peu optimiste, effectivement, sur cette partie-ci parce que tu condenses aussi tout ton savoir-faire des différentes années qui sont sédimentées. Donc, je pense que c'est là l'avantage, c'est d'avoir aussi des formateurs qui ont de l'expérience et qui sont disponibles. Donc, si vous avancez un peu plus vite que la musique, on vous accompagnera aussi vers d'autres sommets. Cette formation, donc, vous pourrez revenir 4 jours, téléprésentiel, donc ça veut dire vous êtes derrière vos PC, derrière les écrans, c'est du direct. Soit en format journée, 30-31 mai, 6-7 juin. On a fait ça sur 2 semaines pour que ce soit absorbable aussi pour des freelances ou des gens qui sont déjà en poste. Ou 9 soirées. Donc là, c'est plutôt orienté aussi autofinancement. Et c'est l'esprit, en fait, de cette formation aussi, hein, c'est plus pour et l'autofinancement et des freelances. Si vous êtes dans des PME, vous pouvez essayer d'inscrire tout ça dans vos plans de formation, mais pour l'instant, on n'a pas encore de dispositif de type CPF ou autre. C'est pour ça d'ailleurs que nos prix sont relativement modestes par rapport au reste du marché, parce qu'on voulait rendre cette formation accessible. Et donc sur les dates, on est OK. Et comme je leur dis à chaque fois, normalement, il n'y a pas de match de foot de l'équipe de France, sauf si on en déclare un à ce moment-là, mais il y a bien une petite manifestation de Coupe d'Europe à ce moment-là des nations. En salle de classe, maximum chez O'Clock, on est entre 25 et 30. On sera, à mon avis, beaucoup moins dans ces formations-ci. En tout cas, vous serez dans de bonnes conditions pour avoir les formateurs pour vous. Donc, sur des salles de classe, voilà, accessibles, nous, on vendra pas plus de 20 places pour que tout le monde soit dans des bonnes conditions à chacune des formations. Par ailleurs, si on passe sur la planche suivante, j'ai pas la main sur la presse, mais voilà. Alors, il y a on a laissé traîner un peu cette approche sur les Birds, hein, comme vous évoquez. Là, on est finalement à moins de 200 € la journée de formation. Regardez un peu les journées de formation professionnelle. On n'est pas du tout sur ces prix-là. Et en plus, on a donc des choses qui sont intégrées avec la formation, à savoir 500 € de crédit Airtable pour continuer à faire joujou après la formation et 3 mois d'abonnement Make, qui valent à peu près une centaine de $, le replay des cours, évidemment. Et on l'avait évoqué la dernière fois, mais un effort vraiment conséquent de la part de Contournement, puisqu'ils sont... l'équipe est tellement sûre qu'on va vous amener à un niveau confirmé, qu'on vous laisse aussi, si vous signez pour la formation, on vous donne accès et on vous offre les formations confirmées sur Make,
et sur Airtable. Donc, ça a une valeur commerciale aujourd'hui de 600 € supplémentaires. Donc, bon, Je précise un petit peu, c'est-à-dire que l'objectif de ces 4 jours, c'est de vous amener le plus vite possible vers un niveau initié, confirmé. Donc, qu'on soit votre escalator, votre scooter ou autre, pour qu'en 4 jours, voilà, vous avez vraiment fait un bond en avant. Et nos formations e-learning chez Contournement, il y a l'étage du dessus, à savoir l'étage avancé. Et pour les personnes du coup qui choperont cette early board, oui, parce que c'est un petit peu un skateboard, ça permet de créer des skateboards et des trottinettes en mode MVP. Cette early bird, on vous offrira donc l'étage avancé de nos formations en ligne sur Airtable et sur Make. Et l'offre, comme on a un pont cette semaine, l'offre s'achèvera dimanche soir à minuit, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je ne vais pas dire dépêchez-vous, mais décidez-vous quand même, parce que c'est quand même un super package. Nous, on est convaincus que cette offre, elle peut prendre toute sa place dans le monde du développement, effectivement, avec le contre-pied qu'on explique depuis le début. Mais voilà, les matheux sont plus forts sur Excel que les gens qui sont pas bons en maths. Et en fait, les développeurs sont meilleurs en no-code que les gens qui n'ont pas fait de code. Et ça, c'est important de le rappeler à chaque fois. Un petit temps de questions-réponses, sachant qu'on est disponible pour les arrêts de jeu. Et puis, si Erwan ou Tony veulent compléter ce que je viens de dire, bien sûr. Soit en prenant la main, soit en posant la question directement dans le chat. Il y aura une attestation de participation, d'assiduité à la formation. Mais pour l'instant, on n'est pas adossé à un référentiel de compétences, on n'est pas adossé non plus à des référentiels nationaux. Donc, nous, on est convaincus de ce qu'on apporte, mais pour l'instant, cette formation étant plutôt en mode lancement, elle est très clairement sur le marché de l'emploi, elle n'est pas opposable comme telle. Donc, en revanche, ce qui sera opposable, c'est les compétences que vous allez acquérir et que vous allez pouvoir démontrer assez rapidement. Si en une demi-heure, vous montrez à la fois le tournoi de Pokémon de la semaine dernière ou l'interface de ce qu'a fait Tony aujourd'hui, je pense que vous n'avez pas besoin d'attestation. Mais bien sûr, dans le CV, vous pouvez mettre que vous avez fait la formation au Clock Contournement, et on est deux marques qui avons pignon sur rue, donc on n'est pas encore aussi connu que les marques qu'on a évoquées tout à l'heure, mais dans le monde de la formation, on est quand même bien connu. Voilà, pour répondre à la question de David. Je suis obligé de te contredire, Cyril, parce que Breaking News, on l'a pas encore annoncé. C'est le prix de la endroit où Et oui, c'est le suspense. Le suspense peut s'arrêter. On a eu la bonne nouvelle vendredi que nous avions 2 certifications spécialisées sur le no-code, des répertoires spécifiques qui pourront bientôt certifier, on va dire un peu officiellement, les compétences, le type de compétences que vous apprendrez dans cette promotion. On l'annonce dans notre newsletter cet après-midi. D'ailleurs, je ne sais pas, Alex ou Louis, si vous voulez mettre le lien vers la newsletter pour les gens qui le veulent. Mais on a déposé une compétence, optimiser un processus métier, le concevoir et le mettre en place via les outils no-code. Et deuxièmement, concevoir, architecturer, exploiter une base de données. Donc ça, pour l'instant, on est en train de mettre tout en place, mais ça a été validé par France Compétences, par les autorités, et on pourra bientôt faire passer cette certification cet été ou à la rentrée. Donc, aujourd'hui, il y a une reconnaissance officielle des compétences no-code sur le marché. Et ça, c'est tout nouveau. C'est une super nouvelle, mais si j'en reviens aux candidats à la formation, dans quelle mesure ils pourraient passer d'assertif? Très bon point. Aujourd'hui, à la fin de la formation, on ne pourra pas, mais en tout cas, nous, il faut qu'on mette tout ça en place pour qu'il y ait des candidats qui puissent le passer. Mais à l'avenir, ce sera possible, c'est-à-dire au deuxième semestre, c'est-à-dire que c'est une certification que des gens peuvent venir présenter pour faire attester de leurs compétences. Donc, normalement, si vous suivez bien la formation de 4 jours, vous devrez être en mesure de passer cette certification. Donc, au moins celle sur les bases de données. Okay. Merci Erwan. On reprend C'est le premier endroit où on l'annonce. Mais merci du scoop. Le scoop, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. On répond. Oui, il y a des questions.
T'as plus de micro ou ça peut- t'as oublié de rappuyer sur CTRL-D, Tony. Voilà. Voilà. Ouais. Ça y est. Je voulais juste répondre rapidement à Kevin ou Guillaume. Pardon, ouais, Guillaume qui demandait si le temps de latence qu'on avait pu voir dans l'interface de Softer était parce qu'on était en mode preview ou pas. Non, il y a un petit temps de latence qui reste avec Softer. C'est assez léger, mais il y a toujours ce petit temps de latence qui restera. Je pense que pour la plupart des utilisateurs de ton application, ce ne sera pas forcément problématique. Softer, c'est absolument pas fait pour faire un produit qui sera diffusé à des tonnes d'utilisateurs. C'est vraiment pour de l'interne, pour créer des outils de travail avec les personnes de ton équipe ou des choses comme ça, mais c'est absolument pas fait pour faire un produit public avec des temps de chargement optimisés. Il y a des tonnes d'autres outils qui permettent de faire ça bien mieux que Softer. Là, on est vraiment dans du très rapide, très pratique, plutôt pour de l'interne. Après, pour des premières phases de projet, pour des phases de MVP et même un peu plus que le MVP, tant que t'as pas en effet des dizaines de milliers d'utilisateurs, quand même pour des produits publics, ça peut être utile. Par exemple, il y a Plainte, c'est une plateforme de revalorisation de matériel de seconde main pour du théâtre et du spectacle vivant. Elles ont commencé sur Softer, elles ont fait leur première vente comme ça, et derrière, elles sont allées sur des outils plus qui tiennent davantage la charge, type Bubble et tout, mais ça leur a permis rapidement d'amorcer, et en tant que freelance, quand même, pour proposer une prestation rapide, qui soit vraiment en phase avec l'approche MVP, l'approche agile, ça peut quand même. Après, je suis d'accord avec toi qu'en effet, ça permet pas de faire des outils super optimisés. Et par contre, d'apprendre Softer, ça peut être le premier pas vers ensuite aller vers des outils plus poussés, type par exemple, il y avait la question sur est-ce que je peux connecter à n'importe quelle base de données derrière. Non, Softer, c'est Google Sheet et Airtable, ce qui est déjà vraiment pas mal. Et puis après, tu as des outils, je parlais de WeWeb tout à l'heure, qui te permettent de te connecter à n'importe quel back-end. Par contre, WeWeb, là, il te faudra plusieurs semaines pour t'y former. Mais si tu t'es d'abord formé à Softer, Airtable, Make et tout, eh ben forcément, tu comprendras 10 fois mieux de quoi il s'agit et tu pourras te former d'autant plus vite, surtout en tant que développeuse ou développeur, quoi. C'est ça. Je veux juste du coup rajouter, parce que c'est vrai que pendant ces webinaires, on a parlé uniquement d'Airtable, Make et Softer. Ce sera ce qui sera vraiment au cœur de la formation, parce que mine de rien, il y a beaucoup de choses à en dire et qu'on peut faire énormément de choses avec. Mais évidemment que en plus de ces outils-là, on va vous faire un espèce de panorama d'un tas de solutions qui existent pour les mettre en face de besoins, pour que vous ayez vraiment une multitude d'outils possibles à creuser en fonction de vos besoins, de vos problématiques d'échelle, etc. Et donc, on parlera de bien plus que ces trois outils-là. Et par contre, pour aller dans ton sens aussi, c'est vrai que Softer, quand même, leur positionnement aujourd'hui, c'est davantage, un peu comme Glide, d'aller vers des outils internes d'entreprise, parce que c'est là qu'il y a 80% des use cases. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui veulent lancer leurs produits, mais en effet, la plupart des cas que tu peux résoudre en no-code de manière efficiente, c'est surtout des cas d'usage métier, de solutions internes, d'applis internes, d'optimisation des processus, etc. Là-dessus aussi, je te rejoins. Qu'est-ce qu'il y a comme autre remarque? Et oui, en effet, on n'est pas à l'abri qu'il y ait beaucoup plus d'interconnectivité dans un futur proche. Mais on voit, par exemple, Softer, jusqu'ici, c'était qu'avec Airtable. Maintenant, il y a aussi Google Sheet. Et petit à petit, comme je le disais tout à l'heure, ces outils no-code cherchent à proposer de plus en plus de possibilités. Dans Zapier, l'outil d'automatisation, aujourd'hui, tu peux même créer des interfaces. Après, bien sûr, c'est beaucoup moins poussé que ce qu'on vient de voir. Mais que ce soit interconnectivité ou richesse des fonctionnalités, le sens de l'histoire, c'est qu'on va vers des outils, en effet, qui sont de plus en plus puissants. Après, nous, notre hypothèse chez Contournement, c'est aussi qu'il risque d'y avoir une nouvelle génération d'outils qui se limitera sur des fonctionnalités très spécialisées, justement pour les personnes non techniques. Mais déjà, on n'aurait pas dit ça d'un Softer ou d'un Airtable il y a 3 ans, quoi. Là, ça commence à être des outils qui permettent de faire des choses très poussées, même si ils sont simples et rapides d'accès, quoi. Est-ce que vous avez identifié d'autres questions qu'on n'avait pas adressées, messieurs? Juste, il y a quelqu'un qui a pointé qu'on était loin de Dreamweaver. Ça, c'est un ancien dev, un dev à l'ancienne comme j'aime. Carrément, on a fait du chemin depuis Dreamweaver. Ouais. Et tout à l'heure aussi, je parlais d'agilité, de compréhension avec le client ou le métier. Encore une fois, je précise bien parce que ça peut être utilisé à des fins de faire des prototypages pour s'entendre. Mais là, on parle vraiment de publier des plateformes
réel, utilisable. Je dis ça parce que parfois, quand on fait des démos, les gens se disent « Ah ouais, la démo, le prototype, la maquette, elle est poussée. » Non, c'est vraiment des outils avec une vraie base de données derrière et tout. Je le dis aussi, au cas où il y a des gens qui étaient à moitié sur le webinaire, à moitié en train de faire autre chose, c'est vraiment un outil publiable. Vous avez vu d'ailleurs que vous pouvez le publier sur un sous-domaine .software.app, mais bien sûr, vous pouvez le connecter avec votre nom de domaine à vous assez simplement, quoi. Vous pouvez même embedder l'application que vous avez fabriquée dans votre propre application ou site internet, etc. Vraiment, avec un petit peu d'astuce, il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses avec une combinaison de ces outils-là. Oui. Et d'ailleurs, une bonne partie de nos outils internes, c'est du Airtable avec une surcouche Software, justement pour les consultations. Donc on confirme tout ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de questions. Éventuellement, manifestez-vous là dans la minute qui vient. Sinon, on va se libérer. On va vous renvoyer un mail avec le résumé de l'offre, le lien du replay et puis des remerciements aussi, parce qu'on a été nombreux sur ces différents webinaires. On espère vous voir avec la formation et Tony encore plus, et Lilian également. Je trouvais que c'était un bel effort pour nous de présentation. On faisait pas que vendre notre cam en étant un peu grossier. On faisait un effort de démonstration et de transfert de connaissances. Et quand vous voyez comment tout ce qu'on est capable de donner en 1 heure de temps sur 3 semaines, vraiment gratuitement, vous voyez quand on mouille notre chemise sur toute une journée, et de ça pendant 4 jours, vous voyez les types de résultats qu'on pourrait avoir. Donc, merci pour votre attention et puis votre fidélité. Je vous dis, dans tous les cas, à bientôt. Voilà. Yes, à bientôt. Bienvenue dans l'âge d'or du no-code, qui ne se fera pas sans les développeurs et les développeuses. C'est clair. Merci tout le monde. Merci, bon appétit, bonne journée. Au revoir. Au revoir tout le monde.